qui ne s'est jamais passé, pour lequel nous n'avons pas la preuve de dire que ça ne s'est pas passé, ou on peut donner ce qu'on appelle une diffamation. Alors une diffamation, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé et qu'on peut prouver. Quand un fait se présente et qu'on donne un droit de réponse, on a le droit à un droit de réponse, bien entendu, mais en fait, je pense que c'est juridique, c'est le fait des preuves. Et donc, il faut établir la preuve que la chose s'est passée ou ne se soit pas passée. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a un droit de réponse, le journaliste, le citoyen ayant une preuve, eh bien, cette preuve doit être discutée et donc, à ce moment-là, on doit ouvrir un débat. Alors, plusieurs questions ont été préparées par le public congolais qui est là. On va commencer par la question qui taraude dans tous les esprits, qui est Fly Congo. Alors, je vais commencer par donner la parole à un avocat, Maître Efolo Tebongi, qui est assis ici, le premier rang ici. Maître Efolo Tebongi a une question sur qui se cache derrière Fly Congo. Vous avez la parole. Ok, merci pour la parole. Monsieur le directeur général, ma préoccupation, c'est d'abord de savoir sur le plan technique, qu'est-ce que Fly Congo a prévu pour éviter ce qui est passé. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent que ce sont les appareils déclassés par les Russes et vous allez les ramasser et demain après-demain, ce sont les conséquences qui vont s'en suivre. Merci. Bon, alors votre question, n'intervient pas, ça ne concerne pas vraiment Fly Congo, d'où elle vient par rapport à Ewabura. Hein. Jean-Marc va y répondre. Hein, je donnerai la parole à une autre personne pour une question bien précise là-dessus. D'accord. Bien. La société avait, au départ, quand je suis arrivé ici, quand j'ai pris mes fonctions, le 16 janvier de cette année, nous disposions d'une flotte de 12 avions. Il y avait une flotte de 7 avions qui étaient d'ancienne génération, donc ce ne sont pas des appareils russes, donc c'était des appareils américains. Et donc nous avons, dans notre flotte, nous avons une suite Boeing. Donc c'est la stratégie de l'entreprise, donc c'est une stratégie Boeing. Les avions d'ancienne génération, il y avait 7 Boeing 727, il y avait un TriStar et un Boeing 707. Il y avait également des avions de plus récente génération, que sont les MD-82, donc nous avions 4 MD-82 et un Boeing 767. Avant le relancement des opérations qui s'est opéré le 24 mars de cette année, 2012, notre comité de gestion s'est réuni pour définir quelle sera la stratégie de redémarrage et de démarrage de remise en vol de tous ces avions. Alors nous avons dû faire un choix entre des avions d'ancienne génération qui sont des grands consommateurs de carburant. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau mondial, le prix du pétrole, le prix du carburant monte sans arrêt, sans pause. Un litre de carburant à Lubumbashi, aujourd'hui on doit l'acheter à presque 2 $. Donc les avions d'ancienne génération qui sont trop consommateurs de carburant ne sont plus utilisables parce qu'on n'a plus la possibilité de les mettre en seuil de rentabilité. Même si on les remplit, la consommation sera trop forte et on ne peut plus gagner d'argent avec ces avions. D'autre part, remettre ces avions en vol aurait coûté beaucoup d'argent. Et donc, pour des raisons, qu'elles soient sanitaires ou surtout économiques, nous avons décidé de lancer la destruction de ces avions. La destruction a démarré le 27 mars, le mardi 27 mars. Et donc, nous avons décidé de lancer un plan de destruction pour 6 avions, donc 5 Boeing 727 et un Boeing 707, qui ne devaient plus jamais être remis en vol. Nous en avons déjà détruit 3, et il y en a encore 3 qui vont être détruits dans les prochains jours pour un plan de destruction qui va s'achever au mois de juin. Donc la stratégie a été de se tourner vers des avions de récente génération, que sont les MD-82 et le Boeing 767. Les 4 MD-82 ont été remis en ordre, c'est-à-dire qu'ils ont subi ce qu'on appelle le grand entretien. On appelle ça la C-check. Une C-check dans le monde de l'aviation, c'est le grand entretien, c'est la remise à neuf de l'avion. Donc l'avion est vraiment déshabillé, on va vérifier les corrosions, on check les moteurs, on check tout, on remplace tout ce qui doit être remplacé. Et cet avion est remis en vol pour un potentiel de vol pour les MD-82 qui est de 15 mois.
et pour le Boeing 767 qui est de 18 mois. Donc ces 5 avions que nous remettons en vol aujourd'hui ont tous subi une C-check, donc le grand entretien avant une remise en vol. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc pour vraiment, et alors le deuxième volet également, c'est le choix des entretiens. Les entretiens aujourd'hui on les fait en Afrique du Sud, donc au travers d'une entreprise qui s'appelle Jetworks et qui est une entreprise qui est qualifiée et accréditée par l'aviation civile congolaise, d'une part, par l'EASA qui est en fait l'association pour la sécurité en Europe, et donc et puis la FAA, donc qui est l'association, la fédération d'administration américaine. Donc cette société est aussi bien accréditée par les Américains que par les Européens, et en plus de ça, elle est accréditée par le constructeur Boeing pour les 2 types d'avions que nous opérons. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a mis vraiment le critère au maximum, et nous opérons aujourd'hui des avions qui sont opérés au niveau occidental, au niveau américain. Le grand rendez-vous continue avec Fly Congo. Alors Aline Condé, qui est assise ici au milieu, a une question à vous poser, toujours sur Fly Congo, en savoir en plus sur Fly Congo. Aline Condé, vous avez le micro. Madame, mettez-vous debout, posez votre question, soit à Jean-Marc Pajot ou à José Duby. Ma question c'est de savoir si l'ancien directeur général de Evabora, M. Papa Yohannou, est parmi les actionnaires de Fly Congo. Merci. Donc la réponse est non. Il faut savoir que les actionnaires ont changé durant l'automne. En fait, c'était principalement l'été et l'automne 2011. Et donc, monsieur Papa Yohannou, qui était mon prédécesseur, a quitté l'entreprise, et donc ses actions ont été rachetées par un fonds d'investissement. Mais monsieur Papa Yohannou n'est plus là, ni directement, ni indirectement. Donc, je pense qu'il est parti pour faire une autre carrière, je pense, dans l'aviation. Et donc, voilà, donc, il ne fait plus partie de la société. Une autre question, Maggie Diabanziloa, étudiante à ISAB. Maggie, mettez-vous debout, Maggie Diabanziloa, pour qu'on vous voit et qu'on vous apporte ce micro. Vous avez également une question à poser à Fly Congo. Oui, vous avez le micro, madame. Merci pour la parole. J'aimerais savoir la particularité et l'innovation que Fly Congo apporte dans le secteur aérien. Merci. Merci pour la question. Je crois que c'est une question de contribution. La stratégie de Fly Congo est d'apporter en fait un renouveau dans l'aviation congolaise, surtout de remonter la sécurité aérienne et la qualité des services ici en République démocratique du Congo. Ce qui est important, c'est d'avoir, dans l'aviation, on a vécu des bonnes choses et des mauvaises choses, malheureusement. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de capitaliser sur l'historique. Je veux dire que je pense que quand il y a des mauvaises choses ou des mauvaises expériences, je pense qu'il est important de les capitaliser, d'en faire une jurisprudence et d'apporter des actions correctives à cela. Donc l'ambition de Fly Congo aujourd'hui est de résoudre cela. C'est d'apporter d'abord un régime opérationnel du niveau occidental et du niveau américain, puisque tout cela est régi au travers d'organisations internationales, qui est chapeautée au départ par l'Organisation de l'aviation civile internationale, que l'on surnomme l'OACI. En dessous de cela, vous avez bien sûr les pays, donc les pays qui sont souverains. Chaque pays a la souveraineté de son administration. Les recommandations qui sont faites par l'OACI sont poussées au travers et donc sont admises avec ou pas certaines particularités qui sont locales au pays qui va mettre en force ces recommandations sous forme de loi. Indépendamment de cela, vous avez une organisation qu'on appelle IATA. C'est devenu la référence mondiale. Et donc des opérateurs doivent adhérer à cette... donc ils peuvent adhérer, mais en général tout le monde adhère à IATA, pour mettre en place des opérations de sécurité et de qualité.
Et derrière cela, il y a toute une suite d'audits qui se mettent en place au travers des opérateurs. Et quand une société est conforme à IATA, eh bien cette société est compatible avec les autres compagnies qui sont dans le monde. Donc l'ambition de Fly Congo est d'avoir une société complètement opérationnelle en regard de l'OACI, en regard des lois nationales, bien entendu, mais bien sûr, bien en regard des lois et des recommandations IATA. Donc, ce que nous voulons apporter, c'est apporter une correction des erreurs du passé, je pense. Je crois que ce qu'il faut, il faut transformer l'aviation, il faut l'adapter aux critères modernes, et il faut réaliser les investissements aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des opérateurs, afin que l'entièreté de ces considérations de sécurité soit établie et soit maintenue. Très bien. Alors vous n'avez pas précisé, hein, vous voulez adapter l'aviation aux critères modernes. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? C'est bien sa question. L'innovation. Qu'est-ce que vous comptez faire précisément? Alors, la première chose, c'est en fait, dans une opération, vous avez aérienne, dans une compagnie aérienne, vous avez différentes divisions qui créent en fait une équipe et qui permettent d'établir une chaîne de sécurité. En fait, il faut qu'à tout niveau, à chaque maillon de cette chaîne, que ce soit le handling au sol, donc le déplacement des avions, le lavage des avions, la nourriture qu'on charge à bord des avions, la formation des équipages, la manière dont on va organiser nos opérations, la manière dont on va gérer la sécurité de bout en bout, c'est-à-dire à partir du moment où un client se présente pour acheter un billet, jusqu'au moment où il va quitter l'avion, quitter l'aéroport avec son bagage, qui n'est pas perdu. Et donc, il faut que la sécurité soit assurée, aussi bien une sécurité physique qu'une sécurité, je dirais, administrative ou une sécurité juridique. Donc, il faut que tout l'ensemble de toutes ces chaînes doit tenir en un seul bloc. Et pour cela, il faut que chaque maillon soit, les critères opérationnels traités dans chaque département doivent être au maximum. Donc, on doit mettre en place des procédures, on doit mettre en a ce qu'on appelle des manuels qualité, qui suivent et qui doivent être compatibles aux recommandations de l'aviation civile internationale et des opérateurs internationaux. Et à chaque niveau, chaque chef de division, chaque chef d'équipe jusqu'à l'agent de proximité a pour mission de maintenir cette sécurité au maximum. Donc je donne un exemple, les entretiens, on en a parlé il y a quelques minutes, eh bien pour qu'on soit sûr d'avoir des entretiens fiables, eh bien il faut avoir un département technique agréé au niveau international qui supporte cela. Alors je ne dis pas qu'un jour on ne les aura pas en République démocratique du Congo, bien sûr on les aura, mais en attendant que cela se fasse, alors on sous-traite ces entretiens à une organisation technique qui, elle, est déjà agréée et met en forme toutes ces qualités techniques et sécuritaires. Dans le cadre de la formation, eh bien, il faut former les agents. Alors, soit on les forme ici au Congo, en République démocratique du Congo, soit on doit les envoyer en formation. Et donc, nos agents, bien sûr, sont envoyés en formation un peu partout. Donc, aujourd'hui, on envoie nos pilotes, on les envoie soit se former aux États-Unis ou en Afrique du Sud, par exemple. Pour la partie gestion du cargo, eh bien, aujourd'hui, on envoie notre personnel a été formé récemment à Singapour. Pour nos certifications, on envoie nos personnels se faire certifier en Afrique du Sud, en Angleterre, etc. Donc tout est à l'avenant. Il faut qu'à chaque à chaque point de responsabilité ou à chaque point opérationnel dans l'entreprise, eh bien, les personnes doivent suivre en fait cette recommandation, qui est une recommandation et une exploitation maximum. Donc ce qu'on fait, c'est je donne un exemple, on parlera peut-être des assurances, mais les assurances, aujourd'hui, on assure sur le marché de Londres, qui est le premier marché au monde. Le grand rendez-vous continue avec Fly Congo. Une question sur la formation, notamment sur vos pilotes. Patrick Lokala, étudiant. Patrick, levez-vous, monsieur Patrick Lokala. Vous êtes assis ici au milieu. Et vous avez une question sur les pilotes de Fly Congo. Voilà, merci. Je voudrais poser ma question précisément à M. José Dubié, parce qu'il n'a pas presque parlé. C'est pas à vous de décider. Hein. Pas à vous de décider. Je conduis les débats. Voilà. Je voudrais poser ma question sur l'âge, parce que c'est une question qui fait rage en Europe et aux États-Unis.
Mais ici au Congo, cette question semble être bannie. Alors je voudrais vous demander, est-ce que Fly Congo a veillé sur l'âge des pilotes? Parce que nous avons vu avec les compagnies que nous avons, on nous apporte des pilotes vieillis qui ne survolent pas bien et soumettent les Congolais à des deuils imprévus. Alors je voudrais connaître qu'est-ce que Fly Congo a fait pour vérifier l'âge des pilotes qui sont parfois fatigués. Ok, merci pour la question. Je tiens à vous dire que l'âge des pilotes est défini par la réglementation en vigueur dans l'État qui gère l'exploitation au sein du pays. C'est ainsi que la réglementation congolaise a limité l'âge de prestation de pilote à 65 ans. Et pour vous rassurer très rapidement, je vous dirais que la moyenne d'âge des pilotes chez Fly Congo tourne autour de 40 ans. Et le plus jeune copilote que nous suivons actuellement a exactement 23 ans. Et le plus âgé des commandants de bord a 46 ans. Donc ça vous rassure du point de vue de l'âge, je crois. Mais sachez que ce n'est pas l'âge qui fait la sécurité en ce qui concerne le rendement d'un pilote. C'est l'ensemble qui part de la formation, du suivi de la formation, du training en ligne et des compétences individuelles qui sont jugées au sein de l'entreprise à différents niveaux, aussi bien au niveau du management opérationnel que du training au sein de la compagnie. Donc, nous allons, nous en tant que navigants, tous les 6 mois en visite médicale. Et je peux vous rassurer qu'elles sont très contraignantes en ce qui concerne la santé physiologique des navigants. Ensuite, il y a la contrainte du facteur training, formation. Tous les 6 mois, nous allons au simulateur et nous subissons des entraînements de 8 heures chacun, à l'issue de laquelle, si un candidat est jugé inapte, il peut perdre son emploi. Donc, nous allons exploiter cette opération de gestion des navigants, aussi bien en interne qu'en externe, en utilisant des instructeurs extérieurs pour pouvoir juger des compétences intérieures. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué là-dessus. Mais c'était clair. Voilà, merci. C'était clair en tout cas. Alors, restons sur l'âge, parce qu'on a une autre question sur l'âge. Laetitia Mbia, deuxième rangée. Laetitia, mettez-vous debout, mademoiselle. Prenez votre courage à deux mains. Merci pour la parole. Ma question est celle-ci. Dans la publicité, nous voyons plus les jeunes hôtesses, mais en réalité, on voit les vieilles femmes, l'âge un peu avancé. C'est quoi la question? C'est quoi votre question? Parce que les vieilles femmes, là, sont incapables de servir les gens à bord. Peut-être ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas supporter les caprices des passagers. Parce qu'on voit les auteurs des Fly Congo ne sont pas vieilles. Qui est jeune, elle est là, les autres sont un peu, ils ont l'âge un peu plus avancé que d'autres qu'elles sont ici. En fait, vous voulez prendre leur place, vous? Non, je ne veux pas prendre leur place, non. J'aimerais bien, clarifier cet aspect-là. Je crois qu'aujourd'hui, on doit bannir de l'esprit du commun de dire que les hôtesses sont là pour servir dans un avion. Elles ne sont pas là pour servir dans un avion. La première responsabilité d'une hôtesse, c'est de porter assistance aux passagers en cas de besoin et d'assurer la sécurité de ces passagers en cas de problème. C'est ainsi que, qu'elles soient vieilles ou jeunes, ça importe peu. Pour nous, c'est la qualité de la formation qui compte. Je profite de l'occasion pour dire, et elles sont là, elles pourront le confirmer, nos hôtesses vont en formation en Afrique du Sud pour subir 3 checks très importants, c'est-à-dire le fire drill, le combat de tous les feux, tous les différents types de feux, parce qu'on a des types de feux gras et d'autres types de feux comme électriques. Elles subissent un entraînement pratique là-dessus. Elles subissent un entraînement sur le ditching, comment évacuer en cas d'amérissage,
Parce que n'oubliez pas que nous exploitons une zone comme Goma, où les phases d'approche et d'atterrissage se font au-dessus d'un plan d'eau. Eh bien, elles vont là-bas, on les balance dans les piscines, c'est pas si facile que ça, croyez-moi. Elles doivent mettre des jaquettes, elles doivent rentrer dans le toboggan et pouvoir venir en aide aux passagers. Ensuite, elles ont le troisième cours qui est très important, c'est le Safety and Emergency Procedure Training. C'est-à-dire tout ce qui est équipement de bord. Elles doivent savoir comment donner de l'oxygène à un passager, à quel moment le donner, comment porter assistance à un passager malade, parce qu'il peut arriver qu'on soit appelé à utiliser certains équipements d'urgence pour un passager qui ferait une crise d'asthme, par exemple. Quels sont les produits qui peuvent être donnés à bord de l'avion, suivant une certaine limite de responsabilité. Donc c'est pour vous dire que ce n'est vraiment pas du service, juste service pour servir, mais c'est surtout pour nous la sécurité. Merci. Pierrette Kabaloapa. On change en tout cas de registre, on ne parle plus de hôtesses ni de leur âge. On va vers... Pierrette, levez-vous, madame. Levez-vous. Pierrette Kabaloapa, vous avez le micro, posez votre question, n'ayez pas peur. Merci pour la parole. J'aimerais que vous puissiez nous rassurer aujourd'hui que Ewa Bora avait bien indemnisé les victimes du crash et de combien. Merci. Oui, Jean-Marc Pajot. Bien. Depuis ce terrible accident, il y a eu 27, si ma mémoire c'est exact, on a 27 dossiers qui ont été finalisés de manière administrative. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand une famille a perdu un proche, elles doivent bien sûr venir saisir la compagnie aérienne et apporter un certain nombre de documents, des actes de naissance, une représentation comme quoi la personne qui se présente est bien liquidateur pour la famille, qu'il n'y a qu'un seul liquidateur qui a bien sûr été nommé, et donc il y a tout un certain nombre de documents qui sont demandés par les assurances, et donc à ce moment-là on ouvre un dossier. Quand ce dossier aboutit et donc est rempli tous les critères requis par la compagnie pour prendre en compte ce dossier et lancer l'indemnisation, il y a donc cette période de clôture de dossier. Alors ce qui peut arriver, et aujourd'hui ces dossiers, nous avons 27 dossiers qui ont été clôturés administrativement et que nous avons portés à la compagnie d'assurance. De ces 29 dossiers, 9 dossiers ont été clôturés définitivement, c'est-à-dire il y a eu 9 familles qui ont déjà été indemnisées. Il y a 10 dossiers qui ont été clôturés administrativement, dont le transfert financier est déjà arrivé sur le compte d'indemnisation et donc nous sommes en cours d'indemnisation. Donc dès que les paiements auront été effectués, cela portera le nombre de dossiers à 19 clôturés et administrativement et de manière et indemnisés. Et il reste aujourd'hui encore 8 dossiers qui sont actuellement en étude à la compagnie d'assurance, et donc eux doivent encore se prononcer pour lancer l'indemnisation. Donc, en résumé, 27 dossiers ont été clôturés administrativement, et donc il y en a encore d'autres qui sont malheureusement ouverts. Je vais prendre l'opportunité pour vous donner quelques cas. En fait, il arrive souvent qu'on reçoive plusieurs personnes d'une même famille qui se prétendent liquidateurs uniques. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas procéder à la clôture du dossier administrativement, puisqu'il y a conflit familial. Alors dans ce cas-là, nous renvoyons la famille pour qu'ils puissent en débattre en interne, de manière familiale, et qu'ils puissent définir entre eux qui sera le liquidateur unique. Et si au niveau de la famille, ça n'aboutit pas, eh bien c'est la famille qui saisit la justice pour se faire désigner. Et là, ça prend un certain nombre de temps.
Donc maintenant, l'accident a eu lieu malheureusement au mois de juillet l'année dernière, mais les processus, dès que ça rentre en justice, ça peut prendre plusieurs mois, voire parfois jusqu'à plusieurs années. Donc nous sommes en attente, et à chaque fois que nous avons un dossier qui est prêt administrativement, avec un liquidateur unique, alors bien sûr nous pouvons procéder.